Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier webinaire qui va être donc consacré à l'expérience client. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées, je vais encore attendre une petite minute. Est-ce que pour les personnes qui sont là, vous pouvez dans le chat me dire si vous m'entendez bien? Ce sera avec plaisir. Donc le chat qui se trouve juste à droite de votre écran. Merci Laurent, Sébastien, super. Voilà, me voir c'est moins important. Après je vais me mettre en petit et puis je diffuserai, mais a priori ça va. Salut Jérôme, salut Sébastien. Il n'y a que des gens que je connais, c'est merveilleux. Bonjour Corinna, Esther, super. Donc tout le monde entend bien, parfait. Alors vu que le format est très court, hein, c'est vraiment 30 minutes avec questions et réponses. Alors les questions-réponses, vous avez sur le côté, là où vous venez d'utiliser le chat, il y a une partie aussi questions. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions tout au long de la présentation. Parfois, je vais revenir ici et donc je pourrai répondre au fur et à mesure selon les thèmes. Et puis, au pire des cas, si j'en ai loupé une, bien à la fin, il y aura de toute façon 5 minutes pour pouvoir y répondre. Donc, je me lance tout de suite puisque vous étiez à l'heure, donc il n'y a pas de raison. Et je vais plutôt basculer là-dessus, ce sera plus intéressant pour vous. Donc, ce webinaire est le troisième d'une série de trois qui était consacré à la relation client au quotidien. Je rappelle qu'ils sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours sur la page Altamedia, Livestorm ou bien en me le demandant, vous inscrire à ces webinaires pour pouvoir avoir accès au replay. Donc, même si vous n'étiez pas encore inscrit, vous pouvez encore le faire. Et puis, pour ceux de ce printemps, vous pouvez les retrouver à la fois sur Livestorm, donc la même plateforme, ou sur la chaîne YouTube d'Altamedia, où vous allez retrouver à la fois le cycle développer la présence client, avec l'écoute, la vente et puis la mesure de la qualité du service client, et puis un cycle plus orienté collaborateur sur le fait de considérer ses collaborateurs comme des clients, la gamification, là je m'adresse notamment au RH, c'est-à-dire l'utilisation du jeu, et puis les trois tendances des formations relations clients pour 2021. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je ne suis pas sûr qu'il y en ait aujourd'hui, mais bon, admettons. J'ai créé Altamedia il y a maintenant 17 ans et nous sommes une agence globale en relations clients. Nous avons donc trois grands secteurs d'activité qui sont les formations, les enquêtes et les accompagnements. Et puis, nous répondons finalement à trois enjeux majeurs. D'une part, pour les sociétés qui souhaitent connaître la qualité de leurs relations clients et collaborateurs. Donc, on analyse les interactions réelles. Hein, on prend des vrais emails, des vrais courriers, des vrais téléphones. On joue au client mystère. Je répète, certains m'ont déjà vu sur LinkedIn que nous sommes à la recherche actuellement d'anglophones, de personnes parlant de langue maternelle anglaise sur Genève là en ce moment. Donc c'est volontiers, on prend, voilà. Et puis évidemment les enquêtes de satisfaction. Donc là aussi, ça peut être des enquêtes de satisfaction client ou collaborateur. Et puis souvent, on fait les deux en miroir. Donc on en a fait pas mal cette année, malheureusement, sur comment les collaborateurs vivent la période Covid. Et les résultats ne sont pas toujours les mêmes que ceux qu'ils annoncent à leur manager. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, pour les sociétés qui souhaitent améliorer leur relation client-collaborateur, eh bien, on a des formations et des accompagnements, notamment qualité de l'accueil, et puis pour les services clients. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus de clients, eh bien, il y a à la fois les formations accompagnement dans tout ce qui est vente, avec de plus en plus de formations à la vente de non-vendeurs. Je vois encore pas mal de gens dans l'électricité et le chauffage ces temps-ci, et c'est assez sympa, ça devient des très très bons vendeurs finalement. Et puis l'émission d'appels qualitative en B2B, c'est-à-dire que nous faisons des appels à la place des sociétés sans avoir de call center. Ce sont des gens qui ont simplement la tête bien faite et qui font des appels B2B pour l'instant, mais on est en contact pour du B2C, c'est une clientèle de particuliers. Mais évidemment, ce ne sera pas pour vendre des magazines. Je l'ai fait pendant 7 ans, donc il n'y a aucune critique dans ce que je dis. Voilà, donc ça, c'était rapidement. Alors, j'ai découpé cette présentation en trois grandes parties, finalement, sur comment sensibiliser les collaborateurs à l'expérience client. Alors déjà, désolé, mesdames, j'ai vraiment utilisé la forme masculine par facilité, simplement, de lecture et d'oralité, mais évidemment que ça concerne également les collaboratrices à l'expérience client. Donc, voilà. Avant de commencer, peut-être une définition, toujours intéressant. Parce qu'on entend beaucoup parler d'orientation client, d'esprit client, de parcours, d'expérience ou autre. Alors, là, on s'est basé sur une qui est sur définitionmarketing.com. Je vous recommande d'ailleurs ce site, il est vraiment pas mal fait, quand vous voulez revenir à la source un peu. Donc,
la définition de définitionmarketing.com, c'est le fait que l'expérience client, c'est l'ensemble des émotions et des sentiments qui sont ressortis par un client. Donc déjà, on parle d'émotions, hein, donc c'est quelque chose d'un peu particulier, et qui sont ressentis avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Donc on n'est pas juste dans la transaction, on est vraiment sur l'ensemble de la relation que va avoir une société avec son client. Et c'est donc le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client va avoir avec la marque ou l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la définition sur laquelle on se base pour ça. D'abord, on va partir des clients. Ça peut être intéressant de faire réfléchir les collaborateurs à qui sont leurs clients au quotidien. Pour certains, ça peut être évident. Oui, bah, c'est telle entreprise, PME, de 50 à 200 personnes. Voilà. Ça va être peut-être très facile pour le vendeur qui, lui, a vraiment en tête eh bien, toutes les cibles qu'on va lui donner, et puis il a ça en tête à peu près tous les mois, donc ça va. Pour certains, c'est un peu plus compliqué. Quand on intervient dans un hôpital, une clinique, et qu'on demande à une infirmière ou une aide-soignante qui sont tes clients, alors elle pense aux patients, évidemment, tout de suite. Et puis, quand c'est une infirmière responsable d'unité, tu as quoi, elle va se dire qu'il y a peut-être ses collaboratrices aussi, pour qui elle fait la planification. Puis finalement, il y a peut-être aussi l'autre service, la radiologie, parce qu'elle travaille avec. Voilà, donc ça peut être intéressant déjà de mapper, entre guillemets, qui sont les clients au quotidien de telle ou telle personne. Alors, vous voyez évidemment l'intérêt, hein, c'est que ici, bah, les gens vont pouvoir avoir un meilleur recul, on va dire, sur ce qu'ils font exactement. Et donc, dans cette réflexion-là, il faut évidemment intégrer et pousser, on va dire, les participants à réfléchir à OK, ça, ce sont vos clients où il y a une transaction, il y a peut-être aussi les collègues, les managers, les fournisseurs, etc. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, bon, bah, ses clients, ce sont les collaborateurs avec qui elle travaille. Puis elle va peut-être avoir différents clients entre le collaborateur, le manager qui aussi a besoin d'outils RH pour pouvoir faire ces fameux entretiens de fin d'année, hein, dont on me parle beaucoup ces temps-ci. Et puis, ça permet aussi de lever les objections du genre « Ah, mais moi, j'ai pas de clients ». Alors ça, je l'entends typiquement dans les services comptabilité. Ou « Ah, mais moi, j'ai pas de clients ». Alors si, tu as des clients, tu as à la fois ton collègue qui a émis la facture et qui passe par toi, puis tu as aussi la personne qui reçoit la facture, qui n'est peut-être pas très contente de la recevoir en allemand s'il est francophone, et vice-versa, hein, évidemment. Donc, ça permet déjà de resituer la notion de client, et ça peut être pas mal. Comment est-ce qu'on peut s'intéresser à la connaissance client? Alors, ça peut être différents aspects. Ça peut être à la fois qui achète les produits, les services, donc là, des catégories assez classiques, hein, on va dire. Âge, sexe, revenus, catégories socio-professionnelles, désolé pour l'acronyme CSP. Quels sont leurs besoins, leurs attentes? C'est-à-dire qu'on peut aussi se poser les questions sur mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, identifier ce qui est important pour eux, analyser leurs habitudes d'achat. Puis enfin, quelles sont leurs peurs, leurs freins, autrement dit, qu'est-ce qui pourrait empêcher mon client d'acheter mes produits, qu'est-ce qui pourrait les inquiéter. Donc ça, c'est, on va dire, la connaissance client classique. Puis il y a une manière un petit peu plus ludique de le faire, si mon ordi veut bien avancer. Ça, c'est le bug, voilà. Mais voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux connaître ses clients? Parce que pour faire tout ça, il y a différentes manières de le faire. Déjà, c'est une interview client, hein, tout simplement. C'est au moment où il a une transaction avec nous, on peut lui demander des choses. Lors des enquêtes de satisfaction, on peut aussi, à la fin, savoir que tel type de client a telles attentes, ou bien il n'aime pas ça chez nous. D'ailleurs, pour l'un de nos clients, hein, nous avons travaillé sur son parcours client, donc ce que je vous montrerai juste après. Et en parallèle, il avait fait des enquêtes de son côté. Et on a, pendant l'atelier expérience client, on travaillait sur donc, les personas, le parcours client. On est venu enrichir finalement la connaissance client d'enquêtes qui avaient été faites auparavant en disant voilà, les ressources humaines, ce qu'ils aimeraient chez nous, c'est ça. Les directeurs marketing, quand ils viennent chez nous, c'est plutôt ça. Les différentes interactions, des fois, je trouve dommage de consacrer beaucoup d'argent et d'énergie pour aller mieux connaître ses clients, alors qu'une société avec qui nous travaillons recevait 5000 appels par jour, où elle peut clairement savoir pourquoi les gens les appellent, quelles sont leurs craintes, quels sont leurs motifs. Donc, voilà, les gens qui viennent dans un magasin, au fur et à mesure, on peut peut-être savoir quand même pourquoi ils viennent, à quelle heure ils viennent. Alors, attention, protection des données, hein, évidemment. Je crois qu'il y a des spécialistes dans la salle. Mais on peut rester anonyme tout en se disant, OK, les gens qui habitent à Morges et qui viennent
dans notre magasin à 7 heures ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui viennent de Lausanne à 10 heures, etc. etc. Évidemment, beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux aussi. Tout ce qui est web analytics, c'est-à-dire les gens qui viennent visiter votre site, par exemple, combien de temps ils restent, etc. Et puis la veille concurrentielle. Donc là aussi, ça peut se faire de différentes manières. On peut aller puiser tout ce qui se dit sur vos concurrents, mais ça peut se faire aussi de manière différente. Alors souvent, on va le faire avec un persona. Alors, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce terme-là. Là, vous pouvez me le dire directement dans le chat ou dans les questions. Non, ça a l'air de jouer. Alors, je vais vous le dire quand même rapidement. Oui, j'imagine, Laurent, tu connais bien ça. Donc, en résumé, un persona, c'est un portrait fictif qui représente un client type. Et ça a un peu, je dirais pas remplacé, parce qu'on a encore quand même des segmentations traditionnelles. Mais pour beaucoup de personnes au sein de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus facile de se dire Julie, 35 ans, qui est amenée à utiliser ce médicament parce qu'elle a fait de la danse dans sa jeunesse et donc elle a le genou un peu foutu, que de se dire segment type 15-25, 15-35, plutôt urbain, etc. Là, ça parle plus à toutes les équipes, y compris aux vendeurs qui vont ensuite aller vendre ces médicaments aux docteurs. Enfin, pas les vendre, mais en faire la promotion et en faire l'information, ce qu'on a fait pour un de nos clients. Ça permet de connaître ses cibles, ses besoins. Ça met en évidence des informations qui caractérisent justement ce type de client. Une fois plus, l'âge, la motivation, les freins. Et puis, ça va permettre de créer des scénarios, on peut dire scénario ou scénario, pour chaque persona, et ensuite de cartographier le parcours client de chaque persona. Voici un exemple de persona type que nous, on utilise dans nos parcours d'expérience client. Ça permet voilà, on peut aller assez loin. Alors, souvent, ce que l'on fait, c'est que nous, on donne juste le début, hein, c'est-à-dire 29 ans, jeune mère, en couple, conseiller en assurance. Et après, vous voyez, tout le reste, hein, bien, ce sont finalement les participants qui vont remplir tout ça. Alors, évidemment, le risque, c'est qu'on va souvent sur des stéréotypes, mais c'est un peu le but aussi d'un persona. Hein. Le persona, on va pas aller dans la finesse de « Ah oui, mais il y a aussi des responsables marketing qui sont comme ça ». Non, on va dire, OK, Damien, responsable marketing, 30 ans, lui, ce qu'il adore, c'est toutes les nouveautés digitales, etc., etc. Et on va aller à fond là-dedans, quitte à ce que ce soit un peu stéréotype, mais ça va permettre de cadrer vraiment le personnage pour que les gens puissent ensuite travailler dessus. Alors, soit on peut le faire ici, c'est vraiment de manière, voilà, hein, c'est pour une étude de cas qu'on utilise finalement quand on travaille en inter-entreprise, comme on dit, mais évidemment on est intervenu par exemple pour une chambre de commerce romande, où on avait des personas très clairs en fonction de leur client type. Donc, la responsable ressources humaines, quand elle vient dans cette chambre de commerce, qu'est-ce qu'elle cherche, mais il faut bien la cadrer avant. Donc, elle a 40 ans, elle fait ceci, elle fait cela. Le directeur export, il vient peut-être pour autre chose, on s'est amusé aussi à le cadrer avant. Donc, le persona, c'est un côté aussi très ludique, hein, quand même, hein, de faire ça. Une fois qu'on a défini ces personas, et donc là, une fois de plus, ce sont vos participants, hein, donc vos collègues qui vont le faire, on va leur demander de s'intéresser au parcours. Et bien finalement, le parcours, c'est quoi? Ça va permettre de faire réfléchir vos collègues, vos collaborateurs, à ce que vivent leurs clients. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que, par exemple, un Canal Plus Suisse avait dit lors d'une conférence que nous avions organisée à Palexpo que eux, ils faisaient appel à des étudiants tous les ans parce que leurs collègues, ils ont beaucoup de mal à se mettre à la place du client parce qu'à partir du moment où on devient collaborateur Canal Plus, on est abonné d'office à Canal Plus. Donc, ils n'ont jamais eu à s'abonner eux-mêmes, finalement. Donc, du coup, ils prennent des étudiants pour le vivre entièrement. Mais généralement, ça peut être sympa quand même de demander à, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans telle ou telle société de transport, parce qu'on travaille pour pas mal de sociétés de transport en ce moment, de dire, OK, tu vas prendre le bus, le métro, le train à telle heure, mais depuis le début. C'est-à-dire que tu sais juste où tu dois aller, et ensuite, tu dois aller t'acheter ton ticket ou ton billet. Et là, tout à coup, on a des surprises où les gens disent, depuis leur bureau, hein, ils n'avaient pas compris que je ne pensais pas que c'était aussi compliqué que ça. Puis quand il pleut, c'est quand même pas facile. Puis le ticket, quand c'est humide, justement, il ne sort pas tout le temps, ou alors il reste collé. On ne pourrait pas faire un truc comme ça, ou mettre un petit ventilateur. Et c'est aussi comme ça que peuvent se résoudre certaines choses. Autrement dit, alors souvent on dit se mettre dans la tête du client en français. C'est vrai que l'expression en anglais est un peu plus jolie, puisqu'on dit dans les chaussures du client. Alors, pas forcément plus jolie, mais au moins plus complète. Parce que j'ai souvenir d'un consultant lors d'une soirée à Amsterdam avait dit, mais tu sais Fabien, l'expression en anglais elle est beaucoup plus forte
Parce que pour pouvoir se mettre dans les chaussures de quelqu'un, il faut d'abord enlever les siennes. Alors, j'avais d'abord mis un petit moment pour comprendre ce qu'il voulait me dire. D'une part, il était tard, c'était soirée entrepreneur, hein, donc on avait travaillé toute la journée, c'était compliqué, c'était Amsterdam, voilà. Mais j'ai compris ensuite ce qu'il voulait dire. C'est vrai que le plus dur peut-être dans le fait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est d'abord d'enlever ses propres biais cognitifs, hein, tout ce que nous on a en tête, et c'est peut-être ça le plus difficile. D'où l'intérêt aussi de passer par la création des personas. Parce que tout à coup, moi, quand je vois en animation, par exemple, quelqu'un pour une imprimerie commencer à dire oui, mais non, puis je vois très bien qu'il parle de sa situation à lui. Je lui dis attention, René, là, tu n'es pas René, 48 ans, technicien en imprimerie. Tu es Julie, 19 ans, et qui bosse dans une boîte d'horlogerie et qui fait appel à votre boîte d'imprimerie pour faire ceci, cela. Ah ouais, alors elle, effectivement, elle va pas penser à l'aspect technique, donc peut-être qu'elle va dire ça. Voilà. Donc c'est pour ça que l'ordre est très important, hein. D'abord les personas, ensuite les parcours qu'on vit à la place d'un persona, et pas nous à la place d'un client quelconque. Et ça permet justement de recadrer quand on dit attention, hein, là je te rappelle que toi ça fait 10 ans que tu bosses chez telle boîte, mais là on parle d'une jeune recrue qui sort de l'école et qui vient d'arriver. Alors comment ça se présente? J'ai pris plusieurs exemples ici. Nous, celui qu'on utilise ressemble plus à celui d'en haut à gauche, un peu plus sexy quand même, j'espère. Mais voilà, on voit souvent cette sorte de signe infini aussi, parce que c'est vrai que ça va rarement du point A au point Z. On revient souvent quelque part. Bon, il y a plein d'exemples. C'est vrai que Oracle a fait beaucoup de choses avec le Customer Journey. Vous avez, j'allais dire beaucoup de livres, mais en français, pas tant que ça. Il y a 2-3 références en anglais, mais en français, pas tant. Mais toujours est-il que le but, c'est en tout cas d'avoir des étapes. Et quel est l'intérêt finalement de cartographier le parcours client? Bon, déjà, on sait que l'être humain fonctionne beaucoup mieux avec le visuel. Mais là, le parcours, c'est ça. C'est une représentation visuelle de toutes les expériences que vos clients ont avec vous. Ça permet d'une part de comprendre et d'appréhender les différentes étapes. Et souvent, lorsque on travaille avec des gens d'une entreprise et qui interviennent uniquement dans une part du process du client, c'est le gros intérêt de faire réfléchir vos collaborateurs là-dessus, c'est qu'ils vont se rendre compte que leur partie à eux, finalement, elle est super importante par rapport aux gens qui vont venir après. Hein, si moi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple sans qu'on reconnaisse trop? Bon, il a neigé, donc je vais prendre les pneus. Voilà, je pense que les clients à qui on travaille dans le domaine des pneus doivent être très très contents aujourd'hui et un peu débordés. Mais typiquement, le gars qui monte les pneus, le fait de lui faire vivre entièrement le parcours client, il va comprendre que lui, s'il n'a pas bien fait son boulot ou s'il a mis un peu plus de temps ou autre, c'est son collègue qui est à l'accueil qui risque de prendre. Et puis, qu'est-ce qui se passe avant aussi? Pourquoi est-ce que le client est pressé ou autre? C'est peut-être aussi parce qu'il a vécu avant. Peut-être qu'il aurait plus de patience au client si on lui offrait un petit café, s'il y avait de quoi lire, s'il y avait la télé dans la salle d'attente, et que finalement, 35 minutes au lieu de 30, c'est pas si grave que ça. Donc, vous voyez, c'est un des grands intérêts de faire réfléchir vos collaborateurs au parcours client. C'est aussi toute la symbiose. D'ailleurs, Sandrine Perrodin, que j'avais fait intervenir de Roman d'énergie sur l'expérience client aussi dans une conférence à Palexpo, eux, ils l'avaient fait, alors pas avec nous, donc je le dis de manière très libre. Et ce qu'elle avait trouvé le plus positif dans cette expérience, c'était que chacun, justement, comprenait quel était son rôle et sa place au sein de la relation client dans son entreprise. Donc ça peut être super intéressant à faire, puisque comme plutôt, oui, on peut aussi faire du team building, aller monter dans les arbres ou en forêt ou autre, ça c'est une possibilité. Mais si on veut aussi avoir un peu plus de contenu, l'expérience client est vraiment pas mal là-dessus. Ça permet d'identifier les points de contact, autrement dit les canaux aussi, et les personnes qui sont derrière, par lesquelles le client va entrer en contact avec la société, les moments clés et les irritants potentiels. Autrement dit, à quel moment moi je peux m'énerver. Par exemple, je trouve incroyable encore aujourd'hui que je vois une super pub pour un super ordinateur à la télé ou à la télévision. Je vais sur le site internet et là, visiblement, on n'a pas eu l'idée de payer ne serait-ce qu'un stagiaire pour aller vérifier avec 2-3 navigateurs usuels que ça marche bien, que le pop-up il part pas dans tous les sens, etc. Donc ça permet ça. Ou bien, par exemple, c'est assez connu comme exemple, mais les gens qui louent des voitures, c'est vrai que quand on doit rendre le véhicule, déjà on anticipe, on se dit oh là, moi j'ai mon avion à prendre, si encore j'ai quelqu'un de tatillon qui fait le tour de la voiture pendant 30 minutes, du coup il y a des sociétés qui ont très bien compris ça. Moi les dernières fois où je vais louer des voitures en Espagne, je peux vous dire que le tour de la voiture et la restitution des clés, ça prend à peu près 2 minutes montre en main, et encore.
parce qu'ils ont identifié que c'était vraiment un moment irritant et que si on fait confiance et que de toute façon la caution elle est toujours là encore quelques temps, on peut peut-être faire différemment. Et puis enfin, ça vous permet, en travaillant sur le parcours client, de concentrer vos efforts, donc le temps aussi et les dépenses, sur ce qui compte le plus. Alors là aussi, j'y reviendrai en fin de présentation, dans 3-4 minutes, mais ça veut dire aussi que on peut mettre en point de mire, en miroir, comme on dit, les enquêtes de satisfaction client. Parce que des fois, c'est pas forcément évident de se dire, OK, c'est quoi les moments clés? Ceux que nous allons identifier ne sont pas forcément les mêmes que ceux des clients, et c'est toujours intéressant de cartographier les deux en parallèle, parcours collaborateur, parcours client. D'ailleurs, pour l'instant, je n'ai pris que des exemples de parcours client au sens quelqu'un qui paye et qui est de l'autre côté, mais évidemment, vous pouvez faire tout à fait la même chose avec vos collaborateurs, c'est-à-dire, par exemple, on est intervenu par exemple pour une société dans les ressources, dans le domaine de la santé, mais pour le département des ressources humaines, et là, c'était très intéressant pour eux. On a fait déjà les personas, mais les personas des collaborateurs types, du jeune diplômé jusqu'à la collaboratrice qui est là depuis 20 ans. Puis ensuite, on a fait les parcours, alors notamment les parcours de leur lien avec les RH. Alors ça peut être justement pour tout ce qui est délivré, notamment les fiches salaires, les entretiens d'année, des choses comme ça. Et ça permet justement de mieux travailler, de se rendre compte que tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes envies. Et puis que le parcours d'un jeune entrant, ce qu'on appelle l'onboarding aujourd'hui, c'est-à-dire l'accueil collaborateur, c'est quelque chose de très très important, ou bien le retour d'une longue maladie aussi. Ça peut être aussi très important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on construit un parcours client? Il y a 4 grandes étapes. Finalement, on va d'abord lister les différentes étapes. OK, je vais sur le site, je vais à tel endroit, ensuite je commande, je vais chercher mon matériel de camping, je l'utilise, je le restitue, etc., etc. L'état émotionnel du client sur ces différentes étapes, les canaux que l'on utilise, qu'on utilise ou qu'on devrait utiliser, parce que là aussi, j'ai donné pour l'instant des exemples un peu de résumé, de tiens, voilà, ça existe déjà et voilà ce qu'on fait, mais ça peut être aussi dans une phase d'idéation où vous pouvez faire ça, c'est-à-dire, je suis une start-up, ou bien j'imagine créer un produit ou un service, et je vais me projeter, et ça vous permet déjà d'être assez bon en relation client si vous êtes déjà projeté sur les étapes, l'état émotionnel, les canaux utilisés, et puis évidemment, identifier les moments clés. Alors là-dessus, on n'est pas toujours d'accord. Moi-même, je l'ai fait en tant que participant chez Oracle à Genève sur la Customer Journey. C'est vrai que on n'était pas tous d'accord au sein de notre groupe sur les moments clés. Moi, je pensais qu'on pouvait encore se rattraper, même après avoir fait une erreur, si on était bon au moment de traitement de la réclamation. Si jamais, si vous n'avez pas suivi, regardez à nouveau le replay du webinaire de la semaine dernière. Je suis convaincu de ça. Et puis, évidemment, et je partageais aussi leur avis en partie, certains disaient, mais si on est bon dès le début, il n'y aura pas de réclamation. Et donc, voilà. Ce qui était vrai aussi. No service is best service, ou le contraire d'ailleurs. Best service is no service. C'est vrai que s'il n'y a pas de souci au départ, ça se passe bien. Et puis enfin, et j'en arrive gentiment à la fin, justement, c'est arriver à la satisfaction. C'est-à-dire que en faisant travailler vos collaborateurs ou réfléchir, j'aime pas trop le mot travailler, sur l'expérience client, donc persona, parcours client, moment clé et donc satisfaction, mais on va les faire réfléchir d'une part à ce qu'on peut faire pour éviter les insatisfactions sur ces fameux pain points, les moments clés qui sont difficiles pour les points de souffrance, entre guillemets. Comment est-ce que je peux satisfaire mes clients? OK, c'est ce qu'il attend. Et puis, pourquoi pas dépasser ça, aller au-delà de la satisfaction pour aller sur l'enchantement client, le fameux wow effect, où je vais me dire, OK, là, il ne m'attend pas du tout, mais typiquement, moi, j'ai l'habitude de commander sur un site internet français des produits textiles vendus en France. C'est vrai que j'ai toujours le wow effect parce que tout à coup, j'ai un petit bonbon aux couleurs de la chose que j'ai achetée, ou bien la facture, elle est dans un très joli cadre bleu que j'ouvre comme ça. Ou tiens, encore hier, j'ai reçu du pain d'épices offert par la Poste suisse, mais c'était magnifique, ça s'ouvrait comme ça avec. Alors, honnêtement, c'est pas tant le cadeau qui m'a fait plus plaisir, c'est plus le petit mot à la main, puisqu'on aurait dû organiser une conférence sur la présence client avec la Poste cette fin d'année, et puis le petit mot mis à la main de Rémi, qui est mon contact à la Poste. C'est vrai que c'est peut-être ça encore qui a fait déclencher plus le wow effect. Donc pensez-y aussi pour les cartes de vœux. Est-ce que c'est vraiment la carte elle-même qui est importante? Est-ce que c'est les mots que je vais mettre à la fin avec une petite pensée pour ce qu'a vécu la personne cette année? Alors encore plus évidemment cette année. Ça risque d'être encore plus compliqué.
Quelques éléments supplémentaires. Vous pouvez définir le parcours client pour un service en particulier. J'ai donné l'exemple du service RH, mais ça peut être le service des achats. On l'a même fait pour une grande école romande pour le service finance. Ben voilà, c'est OK, service finance, comment ça se passe avec le service finance du début jusqu'à la fin. Donc, on n'est pas obligé de le faire pour toute l'entreprise. On peut aussi se focaliser, en bon français, sur un service en particulier. Comme je l'ai dit, ben, on peut penser au parcours collaborateur, mais aussi fournisseurs, revendeurs, partenaires. Enfin, là, on peut vraiment dire, OK, là, on va travailler sur les personas, mais plutôt sur nos partenaires. Pourquoi est-ce que, ou nos fournisseurs, pourquoi est-ce que tel producteur d'encre aurait envie de papier, aurait envie de travailler avec nous, avec notre imprimerie? C'est quoi la facilité? Des grands constructeurs automobiles sont posés ces questions il y a quelques années, ce qu'on appelle le SRM, hein, c'est-à-dire voilà, c'est comme le CRM, mais avec les suppliers, donc les fournisseurs. Et puis finalement, ben, on se dit qu'avoir des fournisseurs qui sont contents de travailler avec nous, quand vous avez besoin d'un coup de main et d'avoir tout à coup 100 000 ramettes en plus, parce que vous avez un gros client qui n'avait pas prévu, qui doit imprimer XY, ben, c'est comme tout le monde. Hein. Si votre fournisseur est content de vous, il risque de vous dépanner plus facilement que si c'était un autre. Ce qui peut être intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est mettre en parallèle les ressentis des clients. C'est qu'on n'est pas obligé de faire que l'expérience client d'un côté avec persona, parcours et moments clés. On peut aussi mettre en parallèle les enquêtes de satisfaction, ou bien les analyses de contact réel, ou les résultats de clients mystères, peu importe. Et tout ça va vraiment enrichir l'atelier pour dire, OK, attention, là, vous dites que, et pourtant, regardez, quand on a fait les clients mystères, ce qui va vraiment pas, c'est l'accueil. Personne ne nous dit bonjour quand on entre dans votre magasin. Ah ouais, mais ça semble tellement évident qu'on ne l'a pas mis. Oui, et pourtant, regardez, dans les enquêtes de satisfaction, les gens disent que se sentir bien accueilli, c'est déjà le premier pas pour qu'on se sente bien chez vous, etc., etc. Donc, ça permet de prendre en compte pas mal d'éléments, finalement. Et puis, moi, je vous conseille vivement que ça ne reste pas, pour pas que ça reste plutôt un atelier un peu en l'air, comme ça, comme on en fait plein dans l'année, c'est qu'il faut, dans le parcours expérience client, terminer par des plans d'action. Autrement dit, OK, on a identifié pas mal de choses, mais là, il y en a deux, c'est des quick wins, quoi. C'est vraiment, oui, OK, on oublie de faire ceci, cela, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? OK, ça, c'est une information qu'on va donner à tous les magasins, on va le faire tout de suite. Et puis, il y en a une ou deux qu'on va faire sur les 2 mois, les 3 mois à venir. Et puis, bah, il faut vraiment partir avec, OK, qui s'en occupe, les délais, voilà. Et ça va être très, très important. Et nous, dans tout ça, ben, nous, on a designé du coup un atelier là-dessus il y a 2 ans déjà maintenant, qu'on a fait en inter-entreprise, c'est-à-dire avec des gens de plusieurs entreprises, et puis qu'on a pu déployer chez pas mal de clients. Et puis, je vous ai préparé une petite vidéo. Alors ça, c'est la vidéo d'une formation qu'on a fait en inter-entreprise, comme ça vous permet de mieux voir à quoi ça ressemble. Surtout, ça vous permet de voir que les gens qui sont obligés de réfléchir ensemble. Hein. Donc là, vous voyez, ils sont sur une fiche de persona, par exemple, la fameuse Julie Heyer que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, ils collent les autocollants. Donc c'est ludique, hein, il y a aussi de la gamification. Mais surtout, ça, ce n'est qu'un moyen, ça n'est qu'un outil. Ce qui est intéressant, c'est que les gens sont, vous voyez, hein, là, ils discutent, ils ne sont pas forcément toujours d'accord. Là, je me rappelle très bien que cette journée-là, les gens n'étaient pas toujours d'accord. Je vois qu'il y a des gens, d'ailleurs, qui sont présents aujourd'hui, qui étaient à cet atelier, donc ils pourront témoigner s'ils le souhaitent après. Et puis, on termine par quelque chose d'un peu plus ludique. Donc moi, je suis vraiment à votre disposition pour les dernières minutes. Je vais repasser chez vous pour voir s'il y a des questions ou des remarques, hein, évidemment. Avec le Covid, quel est le changement majeur dans le parcours expérience client? C'est justement qu'il faut être amené à se replonger dans ces parcours pour voir quelles sont les différences. Je prends un exemple tout bête. Un vendeur B2B qui a l'habitude, lui, dans ses rapports clients, avoir le rendez-vous, puis on se rend physiquement, puis ensuite j'envoie mon offre, je viens défendre mon offre physiquement. Ben là, il a fallu redéfinir tout son parcours avec, OK, c'est peut-être un rendez-vous visio, avec aussi des avantages, hein, parce que tout à coup, au lieu d'envoyer systématiquement et d'en discuter ensuite, peut-être de temps en temps, moi, j'ai des commerciaux B2B qui ont décidé, par exemple, dans la redéfinition de leur parcours client, de dire non, l'offre, on ne l'envoie plus, on la présente directement lors d'une visio, où on fait la démo produit, la démo service directement. Donc, oui, Laurent, il y a énormément d'acteurs qui ont dû revoir leur parcours, notamment avec le Covid, de la même manière pour le parcours collaborateur d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on a tous connu ou l'a peut-être vécu des gens qui ont intégré des nouveaux collaborateurs en période Covid
Là, j'étais dans une banque, j'animais encore il y a 15 jours, 3 semaines pour une banque en présentiel. Eh bien, il y a 2 participants qui étaient inconnus des collègues parce que, oui, ils ont commencé dans cette banque, ils travaillaient dans un service client, mais ils n'avaient jamais mis les pieds dans la banque encore puisqu'ils travaillaient à distance. Donc là, c'était intéressant de refaire tout ça. Pour les slides des webinaires, on les envoie à la demande. Donc, il suffit de me faire un petit mail pour que j'y pense. Par contre, si tu me mets juste dans le commentaire, je ne vais pas y penser, mais volontiers. Alors, c'est clair, pour aller dans le sens d'Olivier, la plupart des parcours clients définis avant la période de Covid deviendront certainement obsolètes. C'est-à-dire qu'il y aura ceux d'avant, ceux de pendant, et puis ceux d'une période après, même si on se rend compte quand même dans certains secteurs d'activité que la plupart des clients, en tout cas dans ce qu'ils nous disent dans les enquêtes, ont juste envie de revenir au monde d'avant. Donc pour tous les gens qui parlent de oui, ça a accéléré la digitalisation, etc., oui, alors, pour certains personas, oui. Pour d'autres personas, attention à ne pas tomber dans le piège de le Covid a tout changé, la Covid, peu importe. Mais non, il y a aussi des gens qui veulent que tout revienne comme avant. Moi, par exemple, pour les formations, il y a beaucoup de gens qui veulent uniquement des formations présentielles. On a beau leur proposer d'autres choses, des choses qu'on peut faire à distance, pas forcément l'animation, aller chercher des équipes, mais oui, globalement, pour aller dans le sens d'Olivier, clairement, toute nouvelle situation, on parle du Covid, mais finalement, les parcours clients, on devrait peut-être les retravailler tous les ans ou tous les 2 ans, ou alors en cas de changement majeur, même si ça touche que son secteur d'activité, eh bien c'est important d'avoir un nouvel acteur, par exemple, qui arrive sur le marché, ben, peut-être qu'il faut redéfinir effectivement les parcours à ce moment-là. Comme les personas d'ailleurs. Moi, je suis intervenu dans des sociétés où je fonctionnais encore avec les personas d'il y a 15 ans. Okay, c'est peut-être intéressant de voir exactement ce qui se passe. Et tout à coup aussi, on a des gens du terrain, des hôtes de caisse, par exemple, des hôtesses de caisse qui n'ont pas tout à fait la même vision des personas que ce qu'ont les gens du marketing. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Je veux dire confrontation, c'est pas tout à fait le mot, mais les différences de point de vue entre personnes du terrain et personnes du HQ, par exemple, du siège, du marketing. Et ça, c'est pas mal. Alors, je vois qu'il y a des soucis de son, c'est ça? Est-ce que vous continuez à m'entendre ou pas? Bon. Alors, de toute façon, bon, on arrive à la fin, donc ça va être, je vais m'en sortir un peu comme ça. Si vous avez des questions encore ou une remarque, c'est volontiers. Non, alors, comme Sébastien a posé la question, si vous souhaitez alors d'abord avoir accès au webinaire, comme je l'ai dit, vous avez toujours accès sur Livestorm et puis sur les chaînes YouTube. On mettra pendant les vacances d'hiver aussi les 3 derniers webinaires sur la chaîne YouTube Altamedia. Et puis évidemment, nous en 2021, on espère qu'on pourra quand même retourner un petit peu en salle. Et puis, dites-moi simplement si vous êtes responsable ressources humaines, marketing ou autre, puisqu'on va refaire des ateliers de démonstration, c'est-à-dire une version courte de cet atelier, la expérience client, pour donner envie aussi que vous puissiez le déployer chez vous. Et c'est volontiers qu'on vous invitera gracieusement, évidemment. On le fait souvent à la Chambre vaudoise de commerce, qui est un de nos partenaires. Puis c'est Lausanne, c'est Centrale. Mais voilà, c'est un truc qu'on fait. On va encore développer plus l'année prochaine, ça les ateliers de démonstration, entre guillemets, souvent en format réduit, mais pour que les gens puissent voir un peu de quoi il s'agit et voir les outils que nous utilisons. Je vois que, visiblement, il n'y a pas de questions ou de réactions. Donc, il est 11h33, on est presque à l'heure. Évidemment, toujours aussi à dispo pour évoquer ceux qui veulent avoir des questions plus précises, plus personnelles, qu'ils n'ont pas envie d'évoquer ici. Je suis toujours à la disposition, évidemment, de chacun et de chacune pour pouvoir en discuter. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, et puis, malgré la situation actuelle, de bonnes fêtes si on ne se parle pas ou si on ne se voit pas entre-temps. Et à tout bientôt. Salut!